Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre 10e podcast. Nous allons évoquer aujourd'hui la crise du Covid-19 et sa récupération par les groupes extrémistes, notamment djihadistes, sujet complexe que nous n'avons pas encore abordé. Nous sommes ravis pour cela d'accueillir aujourd'hui Madame Laurence Bittner, cofondatrice de JOS Project et experte de l'étude de l'activité djihadiste en ligne. Bonjour Madame Bittner. Pour commencer, pourriez-vous évoquer en quelques mots en quoi consiste plus précisément votre activité? Bonjour Anne Fraissinet, merci à vous et merci à Amélie-Paul pour cette invitation. Alors, en quoi consiste notre activité? JOS est une plateforme d'analyse de la propagande terroriste et extrémiste violente. On s'attache à étudier cette propagande à la fois d'un point de vue dynamique et d'un point de vue rhétorique, avec deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de comprendre comment cette propagande se déploie en ligne, de quelle plateforme elle émerge, comment est-ce qu'elle va se propager, comment est-ce qu'elle va gagner en visibilité, en viralité. On va également essayer d'analyser comment cette propagande, malgré l'interventionnisme croissant, notamment des plateformes et également de l'État et des institutions, comment cette propagande fait preuve de résilience, quelles sont les techniques, quelles sont les tactiques de ces acteurs pour contourner la détection et passer sous les écrans radars. Ça, c'était le premier objectif. Le second objectif, c'est de s'intéresser à ce que ces groupes et ces individus expriment et de quelle manière ils l'expriment. Tout d'abord, quel est leur message? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais également, comment est-ce qu'ils nous racontent cela? C'est-à-dire avec quel mode d'expression, quel type de support, vidéo, enregistrement, documents, posters, etc. Est-ce qu'ils segmentent ces messages en fonction de leur audience cible, par sexe, par géographie notamment? Parce que évidemment, la compréhension du message et du mode d'expression permet de mieux appréhender ce qui va dans leur rhétorique, trouver un écho ou un assentiment, voire une adhésion au sein de leur audience cible. Donc, analyse de la dissémination de la propagande d'une part et de sa dialectique d'autre part. Très bien. Alors, expliquez-nous comment la crise du Covid-19 peut-elle être récupérée et surtout, comment peut-elle être instrumentalisée par les groupes extrémistes dont vous parlez? Écoutez, je crois que cette crise nous a tous un peu pris de court. Non pas tellement la cause de la crise, à savoir une pandémie, parce qu'un certain nombre de publications prospectives avaient déjà alerté sur la possibilité de ce phénomène, mais surtout sur le timing de son émergence et puis sa rapidité de diffusion et les réactions des États avec le confinement de très nombreux individus. Donc, il y a eu un effet de sidération au cours duquel chacun a analysé cette crise au prisme de ses convictions antérieures, pas seulement les groupes djihadistes, mais pas mal de monde. Mais précisément pour ces groupes djihadistes, ce type de crise est une aubaine. Pourquoi? Parce que l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils mènent le combat du faible contre le fort, et donc ils vont se réjouir de toute mise en difficulté des États, des autorités, des institutions et du modèle de démocratie libérale qu'ils ont l'habitude de combattre. Donc, ils vont, et c'est ce qu'ils font actuellement, c'est ce qu'ils ont fait, tenter d'exacerber la défiance par rapport à ces autorités, en affirmant notamment qu'elles n'ont pas su anticiper la crise ou gérer la crise. Et ils vont attendre également beaucoup de la crise politique et de la crise économique qui viennent se greffer à la crise sanitaire et qui ajoute à l'incertitude et à l'anxiété des personnes et qui vont donc constituer un bon terreau pour sensibiliser un certain nombre d'individus à des thèses radicales. Très bien, très intéressant. Et du coup, plus particulièrement, quels groupes ont commenté cette crise sanitaire et peut-être même maintenant, future crise politique? Et auriez-vous des exemples à nous donner? Oui, alors si on considère des groupes djihadistes comme l'État islamique ou Al-Qaïda et leurs affiliés,
qu'est-ce qu'ils nous ont dit ces groupes? Il y a eu un consensus en fait entre ces groupes sur le fait que la pandémie était l'expression d'une volonté divine, d'une punition, d'un châtiment des ennemis, qu'il s'agisse d'États ou d'individus. On a pu voir émerger un certain nombre d'éléments autour d'une certaine vengeance par rapport à l'histoire. Par exemple, du côté de l'État islamique, certains ont perçu l'émergence du coronavirus un an après la chute de Barghouz, le dernier bastion territorial de l'État islamique, comme une sorte de retour de l'histoire, de vengeance de l'histoire. Et tous ont salué ce virus. Certains l'ont qualifié de soldat de Dieu, auquel ils ont prêté une autonomie, une volonté propre, la volonté d'accomplir des objectifs qui rejoignent ceux des djihadistes, notamment terroriser les populations, engendrer une rupture de confiance et déstabiliser les systèmes qu'ils combattent. Donc en fait, il y a eu un consensus sur les réjouissances par rapport à la survenue de la pandémie. En revanche, il y a eu des divergences sur les conclusions que ces groupes en tiraient. L'État islamique a commencé par prodiguer des conseils hygiénistes en début de pandémie. Et puis, mi-mars, ils ont publié un éditorial qui incitait les sympathisants à profiter de la vulnérabilité des États en termes sanitaires, en termes sécuritaires, pour mener des attaques. Al-Qaïda a une démarche différente. C'est plutôt situé dans une démarche de prédication, en incitant les personnes qui avaient accès à leur publication à tirer parti du temps de confinement pour lire des ouvrages religieux. Donc une démarche qui est davantage tournée vers le recrutement et qui se situe à plus long terme que l'EI, qui lui est davantage dans l'opportunité immédiate. Al-Qaïda a également accusé des États occidentaux de ne pas être capables de subvenir aux besoins sanitaires de leur population, voire de disséminer délibérément le coronavirus. Boris Johnson a été accusé dans l'une des publications d'Al-Qaïda de l'avoir disséminé délibérément. Tout ça pour, en quelque sorte, pour brosser dans le sens du poil tous ceux qui rejettent radicalement le système en tentant d'attirer une forme de sympathie pour sa cause, voire de recruter à plus long terme. Donc on voit bien deux réactions différentes, des attaques dans une plus grande immédiateté pour l'État islamique et plutôt de la part d'Al-Qaïda la priorité pour gagner les cœurs et les esprits. Il y a quelque chose également qu'il faut ajouter, c'est que ces groupes-là sont tout à fait conscients que cette crise va avoir aussi un impact sur zone et a eu un impact sur zone, notamment au Levant, parce que le confinement des troupes irakiennes a suspendu un certain nombre d'opérations de contre-terrorisme sous l'égide de la coalition anti-État islamique, et donc a relâché la pression militaire sécuritaire sur l'insurrection qui est devenue l'État islamique. Donc tout ça, alors que l'État islamique n'a jamais été totalement éradiqué et continue à mener une insurrection, tout cela a relâché la pression contre ces combattants. C'était un autre facteur de réjouissance, évidemment. Donc, une fois que ces contenus à caractère terroriste sont identifiés en ligne, quel est le process finalement mis en place pour les éliminer? Alors, si on schématise à grandes lignes la dissémination de cette propagande, dans les années 2013 à 2015, elle circulait totalement librement sur les grands réseaux sociaux. Et petit à petit, ces plateformes ont décidé d'intervenir, notamment en 2015 suite aux attentats de janvier et de novembre en France. Elles ont décidé d'intervenir en supprimant des comptes, en supprimant des pages, des posts. Et vers 2016, on a assisté à une migration de ces grands réseaux sociaux vers des applications de messagerie chiffrée, en particulier Telegram, où les groupes djihadistes et les individus ont joui d'une certaine tranquillité, même d'une certaine impunité. En gros, jusqu'en novembre dernier, moment où Europol, en lien avec Telegram et un certain nombre de pays européens,
a lancé une opération pour littéralement chasser les groupes et les individus de Telegram. Dans les semaines qui ont suivi l'opération, on a assisté à une fragmentation croissante des plateformes d'émergence de cette propagande. Donc, en gros, Telegram a donné un coup de pied dans la fourmilière, il y a eu un éparpillement sur d'autres types de plateformes plus confidentielles, mais toujours avec la volonté, de revenir sur Telegram, car c'est une plateforme qui est souple et qui a une bonne ergonomie, et de continuer à faire émerger ces contenus sur des grands réseaux sociaux, car ils y sont plus accessibles et ils y bénéficient d'une visibilité, d'une viralité plus importante. Parce qu'il ne faut pas oublier que les groupes djihadistes doivent constamment arbitrer entre des contraintes de sécurité opérationnelle, ne pas se faire supprimer des comptes, donc garder une certaine longévité en ligne, et une certaine visibilité pour communiquer leurs actions, pour recruter, etc. Donc, comment faire pour lutter contre l'émergence de ces contenus ? Il y a plusieurs types de réponses, en fait. Les réponses viennent notamment du secteur privé et du secteur public. Les plateformes ont mis en place une veille qui est basée à la fois sur l'intelligence artificielle et sur l'œil humain. Et chaque plateforme va mener une surveillance plus ou moins active en fonction de ses capacités, des contenus. L'État a également à sa disposition des outils, des institutions également, pour lutter contre ces contenus, comme le déréférencement de sites. Mais l'adaptation de l'arsenal juridique pour cette lutte, on peut dire qu'il est encore en gestation. On a une loi au niveau européen qui a fait l'objet de débats il y a 1 an, qui n'a pas encore abouti. Au niveau français, il y a la loi Avia contre la cyberhaine qui a été rejetée il y a quelques jours par le Conseil constitutionnel, car notamment jugée contraire à la liberté d'expression. Donc je crois qu'il est effectivement nécessaire de légiférer dans cet espace cyber, parce qu'il constitue pour ces acteurs un front de combat à part entière. Mais il faut légiférer de manière très fine, avec un périmètre de définition, notamment sur les contenus terroristes, qui est très délimité, une segmentation qui est très claire et qui serait en continuelle évolution. Les groupes terroristes, eux, font preuve d'une souplesse et d'une grande agilité pour maintenir cette présence sur le terrain en ligne. Et les acteurs de la lutte doivent également s'adapter à cet état de fait et mener un suivi attentif et fin aux évolutions elles-mêmes. Donc tout ceci, à l'heure actuelle, est encore en construction. Il y a un groupe de réflexion supplémentaire qui a été mis en place au niveau de la Commission européenne avec le Digital Services Act, qui porte sur une régulation plus globale des plateformes numériques. Mais voilà, la réflexion est encore en gestation et demande à être affinée dans les mois qui viennent. Très bien, donc on comprend des initiatives prises, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. Un grand merci, Madame Bindner, pour votre témoignage. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site web de Milipol Paris, www.milipol.com, dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 22 octobre 2021. À très bientôt pour nos podcasts du mois de juillet avec des témoignages qui promettent d'être tous plus passionnants les uns que les autres. Et en attendant, portez-vous bien.